Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le processus de règlement succession peut s'avérer complexe et devenir un chemin rempli d'embûches. Les gestes posés dans les heures suivant le décès peuvent porter à conséquence et engendrer des responsabilités importantes pour les successibles. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé. Régent Lemieux, bonjour. Bon matin, Michel. Régent Lemieux, qui est du groupe Mallette et qui vous présente cette chronique économique. Et, c'est aujourd'hui, on est mardi, dernière journée du mois de février. Alors, c'est la dernière journée. Est-ce que, normalement, on donne toujours un petit sursis là, de quelques heures? Ou sinon, c'est vraiment aujourd'hui, là, c'est la date limite pour cotiser un REER? C'est la date limite. Mais on parle du 1er mars exactement, la date limite là, pour cotiser à son REER. OK, c'est pas le 28, c'est le 1er. C'est le 1er mars, exactement, pour cotiser à son REER. À moins que ça tombe une fin de semaine, des fois, il permet de prolonger, là, mais c'est toujours le 1er mars qui est la date limite là, pour déposer pour nos REER. Là. Je voulais revenir un peu sur les REER parce que, dans le fond, on a connu une économie dans laquelle les gens ont pu quand même encaisser quand même un peu plus de liquidité au cours de la période pandémique parce qu'on dépensait moins. Et c'est une belle stratégie pour être capable d'investir, de se préparer son avenir, dans le fond. Le REER permet de se créer un fonds de retraite pour notre avenir. Et les taux d'intérêt ont augmenté beaucoup. Donc, les taux d'intérêt dans un REER sont à l'abri de l'impôt. Donc, c'est encore plus intéressant. Donc, moi, j'insiste beaucoup les gens à investir dans un REER lorsqu'il y a un surplus de liquidité. On parle qu'on devrait investir en moyenne 10 de notre revenu brut dans un REER. Et le REER permet une récupération d'impôts. Donc, le REER nous coûte, mettons, si on met 1 000 dans un REER, on a habituellement un retour d'impôt qui va jouer entre 300 à 400 $. Donc, environ 30 à 40 de taux d'imposition qu'on paye, tout dépendant de notre braquette d'impôt. Fait qu'un investissement de 1 000 nous coûte en réalité 700 ou 600 $. Fait que ça vaut vraiment la peine de commencer à penser à les REER. Les taux d'intérêt sont intéressants. Donc, tout est en place pour investir dans les REER. Régent, est-ce que les gens ont autant d'argent aujourd'hui? Là, tu parles d'augmentation des taux d'intérêt parce que les placements sont meilleurs. C'est pas juste pour qu'on paye plus cher sur une hypothèque. Les placements sont meilleurs parce que les taux d'intérêt augmentent là aussi. Mais est-ce que les gens ont autant d'argent qu'on en avait avant pour cotiser un REER? Bien, là, on commence à connaître un peu le contour de balancier. Avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, il faut comprendre que ça a augmenté seulement au cours de l'année 2022, principalement les 8 augmentations générales. On parle de 4,5 de taux d'intérêt de plus qu'on paye aujourd'hui, qu'on en payait au mois de mars 2020. Donc, ça a été graduel, ces augmentations-là, sauf en 2022, c'était plus rapide. Mais les gens, durant la période pandémique, donc les statistiques ont démontré qu'ils ont vraiment accumulé beaucoup plus d'argent qu'on accumulait auparavant. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis les gens, là, ils ont commencé à leur dépenser un peu avec les taux d'intérêt, donc ça nous coûte plus cher pour vivre l'inflation. Donc, tout nous amène à rebaisser cette petite réserve-là. Je ne parle pas d'investir dans des REER, des sommes d'argent pour lesquelles on se garde toujours un fonds de réserve pour être capable de faire face à nos obligations qu'on a régulières du loyer ou du paiement de maison ou de notre, bien entendu, l'épicerie. Mais lorsqu'on a un petit fonds qu'on met de côté dans un compte d'épargne, des fois, on voit ça, les gens ont 10 000 dans leur compte de compte courant. Là, tu te dis, bien, sur le 10 000, peut-être on a une partie qui pourrait aller en REER. Puis on va rechercher une économie, puis donc on place notre argent. Parce que dans un compte courant, c'est la pire endroit à avoir de l'argent, ça ne donne rien. Ça rapporte rien. Ça donne rien. On parlait d'inflation et on pourrait en parler très longtemps. C'est une chronique de 15 minutes, mais on pourrait faire une chronique de 15 heures parce que on a vu récemment le gouverneur de la Banque du Canada qui a dit que c'était possiblement la dernière augmentation qu'on avait eue récemment. Là, le taux d'inflation diminue. C'est la bonne nouvelle. Sauf que c'est plus certain si la Banque du Canada va... parce qu'il avait dit qu'il ferait une pause par rapport au taux d'augmentation de l'intérêt. Comment on peut voir ça aujourd'hui, là? Le taux d'inflation diminue. Oui, le taux d'inflation diminue. Dans le fond, dites-vous que l'objectif... Mais pas à la vitesse grand V. Pas la vitesse grand V. Par contre, en janvier, c'était plus vite qu'ils croyaient les économistes. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle, là. On parle qu'on est passé de 6,4 à 5,9, donc on est rendu en bas du 6 %. Il faut rappeler que l'objectif de la banque, c'est de ramener le taux d'intérêt aux alentours de 2. À 3, il serait satisfait, donc 2. Il reste encore une marge de manœuvre importante à baisser. C'est pour ça qu'il parle un peu, parce que l'économie américaine, présentement, le taux ne ralentit pas aussi vite qu'il croyait.
Absolument, ça a un impact aussi pour nous autres. Donc, les gens consomment beaucoup de choses encore parce qu'ils ont accumulé de l'argent par le passé à cause de la période pandémique. C'est ça qui retarde un peu l'impact qu'on a. Puis quand on augmente le taux d'intérêt, ça prend 12 mois avant qu'on connaisse vraiment un impact que les gens commencent à se poser des questions. Parce que l'augmentation du taux, là, ça passe comme une lettre dans la poste. Là, la journée que c'est annoncé, là, pas beaucoup de monde qui en parle. Un peu, là, mais pas tant que ça. Ça n'a pas nécessairement un impact immédiat dans ton budget. Puis là, les gens, c'est à long terme, ils disaient, hey, là, finalement, ça me coûte 100 pièces de plus par mois ou 150 pièces de plus par mois. Puis là, ramener sur 4 mois, 6 mois, 12 mois, ça commence à avoir un impact sur un budget global. Donc, à court terme, l'impact n'est pas là, mais l'impact va se sentir beaucoup plus après 12 mois. Donc, c'est pour ça que le gouvernement américain... Et là, ça fait 12 mois, là. C'est en janvier, février 2022 que ça a commencé à augmenter? Les taux d'intérêt, oui, effectivement. Là, on commence à sentir un peu, là. Mais il faut comprendre qu'il y a eu encore des hausses pendant ces 12 mois-là, là, au cours de l'année 2022. Fait que toutes ces hausses qu'il y a eu là dernièrement, calculent toujours 12 mois pour créer l'impact qu'on veut aller chercher. C'est pour ça qu'on dit que ça va aller beaucoup plus vers la fin, début 2024, qu'on devrait atteindre cet objectif-là de la baisse du taux. Mais par contre, étant donné que les gens consomment encore beaucoup, les réserves américaines, en tout cas le gouvernement américain a dit, bien nous, ça peut arriver qu'on continue d'augmenter notre taux de réserve. Et là, ça donne des idées à la Banque du Canada de dire, bien, peut-être que nous autres aussi, on devrait augmenter notre taux aussi pour être capable de diminuer le taux d'inflation plus rapidement possible. Ça paraît toujours simple, ces éléments-là, parce que tu dis, on va augmenter le taux d'intérêt, ça va se baisser rapidement. Mais il y a toujours des contextes économiques qui font qu'il y a d'autres choses qu'il faut tenir compte également aussi. Au-delà du taux d'intérêt, c'est que, exemple, la guerre en Ukraine a un impact sur les produits des céréales. Donc, fait que les céréales coûtent plus cher. Le produit pétrole dans le monde coûte en général plus cher. Donc, chaque élément que vous rajoutez, la grippe aviaire a un impact également aussi sur les aliments. Donc, il y a tout ça qu'on doit tenir compte dans une économie pour voir pourquoi que le taux d'inflation ne baisse pas aussi vite qu'on pense. On dit que le taux d'inflation, que les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt joue un grand rôle sur le taux d'inflation. La Banque du Canada augmente le taux d'intérêt et c'est ça qui fait que l'inflation diminue plus lentement. Bon, c'est pas comme un chat court après sa queue. Ça a l'air un peu de ça qu'elle dit de cette façon-là, effectivement. Mais il faut comprendre que, et oui, ça a un impact exactement. Donc, ça fait que dans notre revenu disponible comme consommateur, le fait qu'on augmente le taux d'intérêt, on a moins d'argent disponible pour être capable de consommer. Normalement, lorsque tu as moins d'argent disponible, tu vas consommer moins. Donc, c'est ça qu'ils espèrent. Il augmente le taux d'intérêt, tu as moins d'argent disponible comme consommateur, tu devrais normalement consommer moins. Puis en consommant moins, la demande dans le marché va faire que le prix va baisser. Mais malheureusement, à cause de d'autres contextes, on a les produits alimentaires, donc l'épicerie. On parle de 11,4 d'augmentation. L'épicerie est encore plus chère en janvier qu'elle l'était en décembre. Donc, il y a une augmentation encore des coûts d'épicerie qu'on ne pensait pas qu'elle allait arriver. Puis ça a un impact sur l'inflation, malheureusement. Mais je voyais Gérald Filion, Radio-Canada, la semaine passée, qui faisait une démonstration que les taux d'intérêt de la Banque du Canada font encore, et c'est sur la première ligne, par rapport à l'augmentation ou la diminution du taux d'inflation. Donc, ça joue un grand rôle. L'alimentation est en deuxième, puis l'énergie est en troisième. Mais l'énergie a déjà été beaucoup plus prononcée. Plus importante que ça. Là, on voit que le prix du baril a considérablement diminué depuis quelques jours. Comment on va sortir de tout ça, Régent? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais est-ce qu'on peut voir, on parle de 2024, les taux pourraient commencer à baisser, mais tu parlais de l'Ukraine, il y a tellement toutes sortes de facteurs là, qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on peut être positif? Oui, parce que on va avec essoufflement. Je pense qu'on doit rester optimiste par rapport à ça. Mais là, présentement, le taux d'inflation est beaucoup plus dur à contrôler qu'à l'époque. À l'époque, il faut se souvenir que lorsqu'il arrivait une possibilité de récession, il y avait un manque d'emploi dans le marché. Donc, il n'y avait pas une rareté de ressources. Malheureusement, on le sait, jusqu'en 2030, je le répète, jusqu'en 2030, on va avoir un manque de ressources important à cause des baby boomers qui s'en vont sur le marché de la retraite, etc. Les jeunes, là, les horaires de travail baissent beaucoup. On dit les jeunes, mais l'horaire de travail, en général, baisse beaucoup. On parle à l'époque, on travaillait 6 jours semaine, on tombait à 5, on s'en va bientôt à 4 jours semaine, qui fait que les gens demandent de plus en plus pour les salaires. Puis il y a une rareté de ressources également aussi, parce qu'on a moins d'heures de disponibles qu'on offre, fait que ça demande plus de ressources pour être capable d'exécuter le même travail qu'avant.
Et ça crée une hausse d'augmentation de la masse salariale. C'est ça qui cause, entre autres, un problème important dans l'économie actuellement, parce que lorsque tu augmentes les taux salariales, à cause de la rareté, ça donne plus d'argent aux gens qui travaillent, donc ils sont en mesure de négocier un salaire plus élevé. Ils consomment, donc, un revenu disponible plus élevé, ils consomment plus. Vous comprenez que, dans le fond, il y a plusieurs roues à tenir compte là-dedans. Puis, pauvre Banque du Canada, j'appelle ça de même, parce que, dans le fond, pour eux autres, c'est tout un casse-tête présentement. Mais dites-vous, si on recule sur des périodes de 100 ans, l'économie s'est toujours restabilisée. À un moment donné, il arrive des situations qui font que ça stabilise. C'est la durée qui va faire la différence, tout simplement. OK. Le fait aussi d'être en pénurie de main-d'œuvre, à ce moment-là, les entreprises, quand on augmentait les taux d'intérêt, on mettait du monde à pied. Le chômage, il y avait plus de gens sur le chômage. Oui. Mais là, il n'y en a pas de chômage. Il n'y en a pas de chômage. On cherche du monde. Il n'y en a pas de monde dans les entreprises. Un niveau record de chômage à la baisse. Donc, on est dans les pires planchers. Là. Même au Québec, c'est la province qui est le taux de chômage le plus bas. C'est la province de Québec, actuellement. Donc, on parle des taux de chômage qui vont aussi autour de 2 à 3 %. Donc, c'est comme pratiquement pas de marge de manœuvre là, pour les employeurs. Là. Donc, d'où arrive une masse importante de travailleurs étrangers pour être capable de venir combler ces postes-là. C'est ça qui va faire rétablir, à un moment donné, l'économie par rapport à ça. Est-ce que c'est ça? On parlait de récession. On n'est pas en récession. Est-ce que, justement, pour tous les facteurs que tu nous donnes, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de récession parce que les gens travaillent. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personnes sur le chômage ou presque. Là. La récession n'est pas créée. La récession est créée par nous-mêmes, dans le fond. C'est nous qui fait que, dans le fond, si on consomme beaucoup, on retarde la récession. Si on arrête de consommer de façon importante, c'est ça qui crée que le fait que ça peut créer une récession. Pour l'instant, on parle d'une récession qui risque d'être faible, très faible. Donc, on risque d'avoir une récession, puis on la sentira. On va appeler ça une récession, tout simplement pour dire que c'est une récession parce que le produit intérieur brut a baissé, il est rendu négatif, mais ça risque de peut-être même pas paraître dans les ménages parce que les gens vont continuer à travailler, comparativement dans une récession normale pour laquelle il y a des massées de personnes qui quittent leur emploi. On entend un peu parler présentement, là, dans les journaux, on entend un peu parler présentement, certaines entreprises à Montmagny, sur le territoire de l'Îlette, commencent à diminuer un peu leur masse salariale, mais ces employés-là se replacent rapidement. Donc, on entend parler qu'on enlève 20 emplois dans une entreprise, rapidement, les autres entreprises alentours en ont besoin. Fait que, automatiquement, ça se replace, tous ces gens-là. Est-ce que c'est dangereux que parce que tu viens de dire de quoi qui m'a interpellé, est-ce que c'est dangereux que le produit intérieur brut tombe négativement? Est-ce que c'est ça qui peut créer la récession? D'ailleurs, c'est ça qui crée une récession. Okay, un ne va pas sans l'autre? Oui, non, mais c'est l'indicateur qui fait que c'est une récession. Ton produit intérieur brut devient négatif, donc tu connais une récession. Lorsque ça fait ça pendant 2 trimestres consécutifs, c'est ça qui crée la récession, qu'on appelle le terme récession. Les gens qui nous regardent sont assis confortablement dans la maison puis se disent « Hey, on s'en va où, là? » Je pose la question à un comptable professionnel agréé. On a eu une conférence avec la Caisse de dépôt de placement du Québec. L'économiste en chef est venu nous rencontrer, les gens d'affaires à Québec. Et à la fin, on est sorti de là, tout le monde, là, on disait, on n'avait aucune idée finalement si on avait une récession pour récession, etc. Là. Ça fait que ça reste quand même vague. Malheureusement, on n'a pas de réponse claire et précise par rapport à un contexte économique comme actuellement. C'est un peu ça qu'il disait le conférencier, qui était vraiment intéressant. C'est qu'il y a tellement de variables mondiales maintenant qu'on n'avait pas auparavant. Avant ça, une récession se vivait pratiquement par pays. Il n'y avait pas d'informatique, on ne savait pas ce qui se passait chez le voisin. Ailleurs, donc, il n'y avait pas autant d'échanges qu'il y en a actuellement. Présentement, il y a tellement d'échanges qui se fait par rapport à des produits entre les différents pays. On a qu'à penser à l'Ukraine, la Russie, le bois, l'essence, les céréales. Ça a tout un impact automatique sur l'économie canadienne. Donc, le fait qu'on n'est plus rendu autodépendant, parce qu'avant ça, les gens avaient leur propre élevage eux autres mêmes de leur côté, le fait qu'on est rendu qu'on dépend de plusieurs pays maintenant crée cette complexité d'affaires-là qu'on a présentement. Très intéressant comme chronique. Vous voulez parler à Régent, son équipe du groupe Mallette 288 57 77. Ça complète. J'espère que ça vous rassure. C'est ce qu'on voulait. Alors voilà, ça complète notre chronique présentée par le groupe Mallette au 14 chemin des Poiriers à Montréal. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.